Bonjour à tous. Alors dans cette séance de remise à niveau, nous allons reprendre les éléments importants du droit syndical et en particulier nous allons analyser la liberté syndicale, ensuite l'action en justice du syndicat et enfin la question de la représentativité syndicale. Je ne vais pas analyser dans cette vidéo la question des représentants syndicaux, le délégué syndical, le RSS, le représentant de la section syndicale. Je le ferai dans une autre vidéo relative donc aux représentants du personnel. Donc nous allons voir ici ces trois éléments en rappelant avant toute chose le préambule de la Constitution de 1946, l'alinéa 6, selon lequel tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Et donc, vous voyez d'abord ici la consécration de la liberté syndicale, alinéa 6 du préambule de 1946. Alors, analysons un peu cette liberté syndicale, mais qui a aussi des fondements internationaux dans les traités internationaux, par exemple les conventions de l'OIT, numéro 87, numéro 97, ou encore l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatif à la liberté de réunion et d'association. La liberté syndicale, elle a un volet individuel et un volet collectif. C'est une liberté collective, nous le verrons dans un premier temps, et puis nous verrons ensuite, dans un petit b, cette liberté côté individuel. C'est une liberté collective tout d'abord, ce qui veut dire en premier lieu que toute personne peut créer un syndicat. C'est l'article L2131-2 selon lequel les syndicats peuvent se constituer librement. Mais attention, il faut vérifier que l'on réunit bien les conditions de fond et de forme de constitution d'un syndicat. Il y a des conditions de fond. En premier lieu, il faut respecter les règles du droit commun et en particulier, il y a eu des arrêts de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 10 avril 1998 selon lesquels un syndicat ne peut pas avoir un objet ou une cause illicite. Par exemple, un syndicat ne peut pas promouvoir l'activité de kinésithérapeute sans diagnostic médical préalable. Donc attention aux conditions de droit commun, mais aussi aux règles spécifiques au droit du travail, et notamment l'article L2131-1 du Code du travail. Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leur statut. Alors que veut dire ce texte? Ça veut dire que oui, on peut librement créer un syndicat, mais attention, première chose, à son objet. Le syndicat est limité par son objet, c'est le principe de spécialité. Et donc, il doit avoir un objet professionnel, la défense d'intérêts professionnels, ce qui interdit à un syndicat l'exercice d'activités politiques. Un syndicat ne peut pas être le bras d'un parti politique, mais également, il ne peut pas exercer en principe d'activité commerciale. Il y a quelques atténuations, nuances. Par exemple, un syndicat d'exploitants agricoles peut être créé. On peut détenir dans un syndicat un label syndical, L2134-1. Donc il y a des atténuations à cette activité économique qui peut parfois être pratiquée par des syndicats, mais vous voyez le principe quand même, la prohibition d'exercer des actes de commerce, donc pas d'activité commerciale pour un syndicat. Et puis toujours dans les conditions, L2131-2 cette fois-ci, concernant les membres du syndicat. Selon ce texte, les syndicats réunissent des personnes qui exercent la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, et donc des métiers similaires ou connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, nous dit le texte, L2131-2. Que veut dire ce texte? D'abord, le syndicat doit réunir des personnes qui exercent une profession. Alors, une profession, cela veut dire qu'on ne peut pas créer un syndicat
pour des activités philanthropiques, désintéressées. Il y a un arrêt de la Cour de cassation qui le rappelle, Chambre sociale, 13 janvier 2009. Mais on peut créer un syndicat pour une activité qui n'est pas désintéressée, mais qui nous fournit un revenu totalement accessoire. Justement, dans cette affaire du 13 janvier 2009, c'était des syndicats de producteurs de miel dont l'activité n'était pas leur revenu essentiel, la production de miel. Mais on peut quand même constituer un syndicat pour une activité accessoire, une activité dès lors qu'elle n'est pas philanthropique ou désintéressée. Donc il faut exercer une profession. Il y a des atténuations. On admet qu'un chômeur, un retraité soit membre d'un syndicat. Et puis on admet aussi la constitution de syndicats par des particuliers employeurs. Une personne qui embauche une femme de ménage ou un homme de ménage eh bien, peut faire partie d'un syndicat quand bien même cette personne n'exerce pas d'activité professionnelle. Vous êtes simplement un particulier employeur. Donc voilà pour les membres du syndicat. Il faut exercer une profession, mais le texte L2131-2 nous dit des professions identiques, similaires ou connexes. Alors des professions identiques, ça ne pose pas de problème de définition. Qu'est-ce que c'est que des professions similaires? Ce sont des professions très proches par nature, mais qui peuvent relever d'approches différentes. Prenons l'exemple du menuisier et de l'ébéniste. Ce ne sont pas exactement les mêmes professions, mais quand même cela se rapproche. Et puis, un syndicat peut être constitué entre des personnes qui exercent des professions connexes, c'est-à-dire professions connexes, des professions qui concourent à l'établissement d'un même produit. Donc dans une usine qui fabrique des véhicules, on peut avoir des professions très différentes, mais on peut créer dans cette entreprise un syndicat dès lors que les différentes professions concourent au même produit. Voilà pour les conditions de fond. Donc vous voyez le droit commun, ensuite l'objet même du syndicat et enfin les membres du syndicat. Et puis pour les conditions de forme, c'est très allégé puisque simplement il faut rédiger des statuts. Mais si on veut que le syndicat soit doté de la personnalité juridique, il faut déposer ces statuts en mairie ainsi que la liste des dirigeants du syndicat. C'est à partir de cette formalité de dépôt des statuts en mairie que court l'ancienneté du syndicat dont nous verrons qu'elle a un intérêt pour la représentativité du syndicat. Voilà pour la liberté de création du syndicat, mais vous voyez qu'une liberté collective, c'est plein d'autres choses. La liberté syndicale, c'est évidemment aussi la liberté d'organisation du syndicat, par exemple, la liberté de se constituer en union de syndicats, une union de type territorial, de type professionnel. Article L21 33-1 et suivant du Code du travail. Donc l'union syndicale relève du même régime que le syndicat. Mais simplement, vous avez une possibilité de regrouper plusieurs syndicats, par exemple sur un même territoire, un département, une région, ou plusieurs syndicats d'une profession. Et donc, on va par exemple créer même une fédération professionnelle, voire même une confédération syndicale. Voilà, donc liberté d'organisation des syndicats, mais aussi cette liberté collective, c'est une liberté contre les discriminations. Et donc, dans le Code du travail, vous retrouverez L2141-6 à 8, des textes qui protègent les syndicats contre, par exemple, tout moyen de pression qu'un employeur pourrait utiliser en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. La Cour de cassation est allée même jusqu'à affirmer l'existence d'un principe d'égalité de valeur constitutionnelle entre les syndicats représentatifs et la Cour de cassation a précisé par exemple que un accord collectif qui améliore l'exercice du droit syndical
ne peut accorder des avantages seulement aux signataires de cet accord collectif, et donc il ne saurait faire de distinction entre syndicats signataires et syndicats non signataires. Il y aurait là une atteinte au principe d'égalité entre syndicats. Dissolution et scission du syndicat, dernière remarque. Un syndicat peut disparaître soit par dissolution judiciaire, on l'a dit, le juge peut constater par exemple une activité contraire à l'ordre public. Bon. Mais la dissolution peut aussi résulter des statuts, une clause statutaire avec un terme par exemple, ou alors d'une décision de l'Assemblée générale à la majorité fixée par les statuts, sinon à l'unanimité. Et puis enfin la scission, c'est simplement une décision donc de diviser le syndicat, mais en fait la personne morale subsiste après la scission et donc elle conserve ses biens. Mais sachez que la plupart des cas de scission assez connus, par exemple la CGT et Force ouvrière, ou encore la CFTC et la CFDT, eh bien, ont été conclus des accords permettant également des transferts, des répartitions de biens, des biens détenus par le syndicat. Voilà sur la liberté collective, mais la liberté syndicale, c'est évidemment une liberté individuelle du salarié face d'abord à l'employeur, mais aussi face au syndicat. Face à l'employeur d'abord, le salarié peut évidemment librement décider de se syndiquer, d'exercer des activités syndicales sans avoir à subir de discrimination. Donc le droit de la discrimination, article L 1132-1, s'applique et l'employeur ne peut pas prendre de décision en raison de l'exercice par un salarié d'une activité syndicale. Et vous avez même un texte spécifique à ce cas de discrimination à l'article L 2141-5. Donc interdiction des discriminations, mais néanmoins la loi met en place pour les salariés qui exercent un mandat des règles, on va dire, de discrimination positive afin de concilier la vie professionnelle et le mandat de représentation des salariés, voire notamment L2141-5-1. On va essayer d'assurer la même progression de rémunération que celle des autres salariés qui exercent les mêmes fonctions que notre salarié titulaire d'un mandat. Donc, allez voir ce texte L2141-5-1 et vous voyez vraiment une volonté de lutter contre ces discriminations des salariés titulaires d'un mandat s'agissant de leur évolution de rémunération. Voilà pour la discrimination, mais la liberté du salarié, la liberté syndicale s'exerce aussi à l'égard du syndicat. C'est une liberté positive, le salarié a le droit de se syndiquer, mais c'est aussi une liberté négative. Le salarié a le droit de ne pas se syndiquer et donc sont interdites les pratiques dites de closed shop, consistant pour l'employeur à n'engager que des ouvriers syndiqués, et c'est souvent dans le cadre d'accords collectifs que l'on pourrait prévoir que l'employeur s'engage à ne recruter que des salariés syndiqués, ou une clause par laquelle l'employeur s'engage à adhérer à tel syndicat, pratique d'union shop. Toutes ces clauses-là sont nulles puisque l'employeur, selon l'article L2141-7 précité, ne peut pas utiliser un quelconque moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'un syndicat. Donc vous voyez que cela protège aussi individuellement le salarié qui ne peut être victime de ces pratiques de closed shop ou de union shop. Voilà, donc c'est une liberté à l'égard du syndicat, cette liberté individuelle. Alors voyons maintenant l'action en justice du syndicat. Alors il existe trois types d'actions en justice qu'un syndicat peut engager. La première action en justice, c'est l'action dans l'intérêt propre d'un syndicat.
Un syndicat, dès lors que les statuts ont été déposés en mairie, est doté de la personnalité juridique, donc il peut évidemment défendre ses droits et ses intérêts, et donc il peut, par exemple, demander l'annulation d'élections professionnelles. Il peut contester la représentativité d'un autre syndicat. Il peut aussi agir, selon l'article L2262-11, lorsque il est lui-même lié par un accord collectif, et il peut agir pour obtenir l'exécution des engagements qui ont été contractés dans cet accord collectif et éventuellement obtenir des dommages et intérêts. Donc, comme toute partie a un contrat, il peut demander l'exécution ou la réparation du fait de l'inexécution d'un accord collectif. L2262-11 du Code du travail. Donc voilà, rien de très original pour son action dans son intérêt propre, comme toute personne morale. Mais plus original est l'action de substitution qui a été reconnue d'abord par le législateur, surtout par le législateur, puisque ces actions consistent pour un syndicat à agir en justice au lieu et place d'un salarié. C'est évidemment une exception à l'adage nul ne plaide par procureur, mais pourtant, le syndicat peut engager une action au lieu et place d'un salarié, mais à la condition évidemment d'en avoir préalablement informé le salarié. Et deuxième condition, le salarié ne doit pas s'y être opposé. Donc le salarié peut opposer un droit de veto à l'exercice de cette action de substitution. La loi prévoit un ensemble d'hypothèses d'actions de substitution, tantôt pour tous les syndicats, par exemple pour défendre des travailleurs à domicile, pour l'exercice d'un droit tiré d'une convention collective. Mais dans d'autres cas, la loi réserve ces actions de substitution aux seuls syndicats représentatifs, en matière de discrimination, de salariés licenciés pour motif économique, d'égalité homme-femme, de prêt de main-d'œuvre, de travailleurs étrangers, etc., etc. Et donc, vous voyez que le syndicat va agir au lieu et place du salarié qui, le plus souvent, est dans une situation de faiblesse, de vulnérabilité. Et donc, le syndicat va agir à sa place. Alors, c'est une action qui, en pratique, est extrêmement rarement engagée, les syndicats préférant se joindre à l'action en justice d'un salarié dans le cadre d'un autre type d'action qui s'appelle l'action en justice dans l'intérêt collectif de la profession. Alors, troisième catégorie d'action en justice, elle a été au départ admise par la Cour de cassation Chambre réunie dans un arrêt du 5 avril 1913 et consacrée à l'article L21-32-3 que je vous ai recopié. Les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Donc il faut une atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Et l'intérêt collectif, ce n'est ni l'intérêt général, ni l'intérêt individuel d'un salarié. Donc ce n'est pas l'intérêt général, puisque celui-ci doit être défendu par le parquet, mais pour autant, une action dans l'intérêt collectif de la profession peut être engagée, par exemple, lorsque l'employeur viole les prérogatives des institutions représentatives du personnel, ou encore lorsque un employeur viole un accord collectif. Il y a une jurisprudence importante sur ce point qui, sur le fondement de l'article L2132-3, permet à un syndicat signataire ou non signataire d'un accord collectif de demander le respect de cet accord collectif, qu'il s'agisse d'un accord collectif étendu ou non. Chambre sociale, notamment 3 mai 2007. Donc, indépendamment de la question de savoir si le syndicat est signataire ou non signataire, indépendamment de la nature de cet accord collectif, étendu ou non étendu,
le syndicat peut agir dans l'intérêt collectif de la profession si cet accord a été violé. Voilà, mais cet intérêt collectif de la profession, ce n'est pas non plus l'intérêt d'un individu, d'un salarié isolé que le syndicat souhaiterait défendre. Il va falloir démontrer qu'à travers ce cas, c'est la profession qui est atteinte. C'est par exemple le cas d'un employeur qui viole les dispositions relatives au travail temporaire, un employeur qui viole les dispositions sur le repos dominical. Donc vous voyez que dans ces cas, pourtant, un salarié peut être concerné, mais la jurisprudence considère qu'il y a bien une atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Voilà pour l'action en justice. Dernière remarque, la représentativité, troisième point important du droit syndical. Et il faut rappeler ici que la loi du 20 août 2008 change complètement le régime de ce qu'est un syndicat représentatif, la définition même de la représentativité, puisque auparavant, avant 2008, la loi laissait subsister deux régimes de représentativité. Un régime de représentativité présumé, puisque depuis un arrêté de 1966, 5 grandes confédérations syndicales étaient présumées représentatives au niveau national, CGT, FO, CFDT, CFTC, CFE, CGC, et à partir de 1968, a été reconnue par le législateur une représentativité d'emprunt par affiliation, c'est-à-dire qu'un syndicat dans une entreprise qui est affilié à l'une de ces 5 grandes confédérations représentatives au niveau national, eh bien, ce syndicat dans l'entreprise était lui aussi présumé représentatif. Et la Cour de cassation est même allée jusqu'à dire que cette présomption était irréfragable. Mais la loi du 20 août 2008 supprime ce système de présomption de représentativité et généralise le système qui existait avant, mais aux côtés de cette présomption, elle généralise le système de représentativité prouvée tout en réécrivant les critères de représentativité. Alors nous allons voir ces critères de représentativité, mais peut-être juste avant, quel est l'intérêt d'être représentatif pour un syndicat? Eh bien, lorsqu'un syndicat est représentatif dans une entreprise, dans un établissement, il va pouvoir, par exemple, désigner un délégué syndical. Il va pouvoir participer à la négociation d'un accord collectif. Et il va, on l'a vu juste avant, par exemple, pouvoir exercer certaines actions de substitution. Donc vous voyez qu'il y a un ensemble de prérogatives qui sont réservées aux syndicats représentatifs. En revanche, depuis la loi du 20 août 2008, certaines prérogatives qui avant étaient réservées aux syndicats représentatifs ne le sont plus. Par exemple, la présentation de candidats au premier tour des élections professionnelles n'est plus du domaine exclusif du monopole des syndicats représentatifs. On verra ces éléments dans une autre vidéo, mais la condition de représentativité n'est plus exigée pour présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles. Alors, quels sont les critères de représentativité? Il y en a 7 critères qui sont, on va le voir, cumulatifs. Premier critère, le respect des valeurs républicaines. La loi ne le définit pas, mais premier critère de l'article L2121-1, cela veut dire que le syndicat, cela a été précisé dans un arrêt du 12 décembre 2016, le syndicat ne doit pas prôner des valeurs discriminatoires. Affaire 12 décembre 2016 relative au syndicat des travailleurs corses. Et puis, deuxième remarque sur ce premier critère, la charge de la preuve repose sur celui qui conteste ce critère. Donc, c'est à celui qui conteste qu'un syndicat respecte les valeurs républicaines de prouver la violation. Deuxième critère, l'indépendance. Donc, cela veut dire l'indépendance à l'égard de l'employeur ou de l'État, plus largement, mais c'est souvent à l'égard de l'employeur.
L'indépendance, là aussi, est présumée, ce qui veut dire que c'est à celui qui conteste l'indépendance d'apporter la preuve contraire. Et l'absence d'indépendance peut être prouvée, par exemple, si un syndicat conteste systématiquement les autres syndicats, a une attitude de dénigrement systématique, ne participe pas aux actions, comporte pour l'essentiel des membres qui font partie de la direction du personnel, etc. Donc attention à ce deuxième critère, l'indépendance. Troisième critère, la transparence financière, nouveauté de la loi de 2008. L2135-1, le Code du travail impose des obligations comptables aux syndicats. Donc attention, le syndicat doit respecter des obligations comptables, mais la jurisprudence de la Cour de cassation est assez souple au sens où les documents comptables imposés par la loi ne constituent pas le seul élément de preuve de la transparence financière. Donc même si le syndicat ne peut pas produire l'ensemble de ces documents comptables, ce défaut de production de ces documents peut être suppléé par d'autres documents. Attention à ce troisième critère, il est fondamental pour la Cour de cassation dans un arrêt du 22 février 2017, puisqu'elle nous dit que même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément, mais tout syndicat, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, doit respecter ce critère de transparence financière. Donc attention, à chaque fois que vous avez une action d'un syndicat dans l'entreprise qui souhaite exercer des prérogatives, même si la loi ne le prévoit pas, par exemple un syndicat veut désigner un représentant de section syndicale, attention, vérifiez bien aussi ce critère de transparence financière depuis cet arrêt de 2017, 22 février 2017. Quatrième critère, l'ancienneté. Pour être représentatif, le syndicat doit avoir une ancienneté d'au moins 2 ans, donc à compter de la date du dépôt des statuts. Cinquième critère, l'influence, caractérisée au regard de l'activité du syndicat, de l'expérience du syndicat. Donc, ce critère est lié donc à l'activité même du syndicat et pas de ses membres. Quand on parle de l'expérience du syndicat, c'est l'expérience du syndicat lui-même et pas de ses membres. Donc l'influence sera appréciée par les juges au regard de l'activisme de ce syndicat et de l'expérience de ce syndicat et pas de ses membres. Imaginez que les membres du syndicat aient une longue expérience syndicale dans d'autres syndicats auparavant. Ça, ce ne sera pas pris en compte. Sixième critère, les effectifs d'adhérents et les cotisations. Alors, attention, l'adhésion à un syndicat, c'est un élément de la vie privée du salarié, selon la Cour de cassation, 8 juillet 2009. Donc, la preuve des effectifs d'adhérents ne sera pas évidente en justice. Nous verrons que ces effectifs d'adhérents peuvent être compensés par d'autres critères. Ce critère-là, effectif d'adhérents, est pris en compte de façon relative par les juges. C'est-à-dire que dans une petite entreprise, évidemment, on ne va pas exiger les mêmes effectifs que dans une grande entreprise. Et puis les cotisations, c'est un critère qui est évidemment lié à l'indépendance du syndicat. Il ne doit pas être dépourvu de moyens financiers et l'essentiel de ces revenus ne doit pas résulter évidemment de moyens fournis par l'entreprise. Donc attention à ces cotisations. Dernier critère, qui est le critère le plus important en réalité, c'est l'audience. C'est-à-dire que dans une entreprise, pour qu'un syndicat soit représentatif, il doit avoir recueilli au premier tour des dernières élections professionnelles au moins 10% des suffrages exprimés. Donc, les dernières élections des titulaires du comité social et économique, où nous sommes en période de transition, mais du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, eh bien, on va regarder les résultats obtenus au premier tour de ces élections. Voilà, ce seuil de 10% est également applicable pour apprécier la représentativité d'un syndicat dans un établissement ou encore dans un groupe.
En revanche, on passe à un seuil de 8% pour qu'un syndicat soit représentatif au niveau de la branche ou au niveau national. Justement, quelques remarques pour apprécier la représentativité syndicale. Un mot sur ce critère de l'audience que je viens d'évoquer. Au niveau de la branche ou au niveau national, l'audience sera appréciée par consolidation des résultats obtenus dans les différentes entreprises. On va faire une moyenne. Il n'y aura pas d'élection spécifique au niveau des branches ou au niveau national. Autre remarque, on va prendre en compte les scrutins obtenus aux dernières élections professionnelles dans l'entreprise ou dans l'établissement. Ça va dépendre du niveau d'appréciation de la représentativité. En préférant les résultats obtenus d'abord aux élections du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel si elle existe, et ce n'est qu'à défaut de telles élections que l'on prendra en compte les résultats obtenus aux élections des délégués du personnel. Alors, ce point-là est en cours de suppression puisque l'ordonnance va permettre bientôt, ça se met en place en ce moment, les élections d'une seule et même instance qui va regrouper le CE, les DP, le CHSCT qui s'appelle le CSE, le Comité social et économique. Donc bientôt, ce sera beaucoup plus simple. On va regarder les résultats obtenus au premier tour des élections du CSE d'entreprise centrale ou du CSE d'établissement. Autre remarque sur ce critère de l'audience, il est établi pendant toute la durée du cycle électoral, quand bien même il y aurait eu des élections partielles, quand bien même une partie de l'entreprise a été cédée et que le syndicat probablement a perdu des effectifs et donc si on organisait de nouvelles élections, son audience ne serait pas la même. Peu importe, l'audience est établie pendant toute la durée du cycle électoral qui est en principe de 4 ans, donc jusqu'aux prochaines élections dans l'entreprise. Ensuite, se pose la question de la désaffiliation syndicale. En 2 mots, sachez que lorsqu'un syndicat d'une entreprise se désaffilie d'une fédération ou d'une confédération, eh bien la Cour de cassation considère que, en principe, le vote des salariés appartient à la fédération ou la confédération. Autrement dit, le syndicat qui se désaffilie eh bien, perd ses scores obtenus aux précédentes élections. La Cour de cassation juge depuis le 18 mai 2011 que l'affiliation sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Donc ce syndicat, en cas de désaffiliation, décidé par lui ou par la fédération ou la confédération, va perdre ses scores et donc il va perdre sa représentativité en réalité. Principe de concordance, deuxième remarque, cela veut dire que la représentativité doit être établie dans le périmètre dans lequel le syndicat souhaite exercer une prérogative. Par exemple, si un syndicat veut désigner un délégué syndical dans un établissement, il devra démontrer qu'il est représentatif au niveau de cet établissement. S'il veut désigner un délégué syndical au niveau de l'entreprise ou d'une UES, une unité économique et sociale, il devra démontrer sa représentativité à ces niveaux-là. Voilà, donc le principe de concordance, c'est le fait que la représentativité doit être appréciée dans le cadre dans lequel un syndicat souhaite exercer la prérogative. Dernière remarque, sur tous ces critères, la Cour de cassation a précisé qu'il devait faire l'objet d'une appréciation, alors, un peu spécifique, puisque dans cet arrêt du 29 février 2012, la Cour de cassation précise que les critères relatifs à valeur républicaine, indépendance, transparence financière doivent être établis de manière autonome. Il faut impérativement les vérifier. Valeur républicaine, indépendance, transparence financière. Alors que les autres critères, je remets la liste, les autres critères, ancienneté dès lors qu'elle est d'au moins 2 ans, influence, effectif d'adhérents cotisation, audience dès lors qu'elle est d'au moins 10% ou 8% dans la branche, dès lors qu'elle est au moins égale à 10% dans l'entreprise ou dans l'établissement, eh bien, ces autres critères peuvent faire l'objet d'une appréciation globale, ce qui veut dire que eh bien, l'insuffisance de l'un peut être compensée par un autre critère. Voilà, donc attention
appréciation autonome des premiers critères, il faut impérativement chacun les identifier. Appréciation globale des 4 derniers critères. L'insuffisance de l'un dès lors que l'ancienneté est d'au moins 2 ans, dès lors que l'audience est d'au moins 10%. L'insuffisance de l'un peut être compensée par un autre. Par exemple, nous avons une faible nous avons de faibles effectifs d'adhérents et de cotisation. En revanche, on a une forte influence, un fort activisme syndical dans l'entreprise. Ou alors, on a une très forte audience de 45%, mais de très faibles effectifs d'adhérents ou une faible influence. Vous voyez que les critères entre eux pourront se compenser. Voilà, je vous remercie.